tous. Merci au comité d'organisation et en particulier à Jean-Philippe de m'avoir invité pour vous parler de l'immunothérapie. Alors, je vous ai illustré l'immunothérapie avec Il était une fois la révolution. Jean-Philippe m'a à fort juste titre dit hier, mais finalement, les thérapies ciblées, c'est une révolution. L'immunothérapie, c'est une révolution. On va voir qu'en fait, l'immunothérapie, ça existe depuis des siècles et qu'il faut comprendre l'immunité et pour comprendre l'immunothérapie et pour en arriver à l'immunothérapie actuelle. Alors, on va passer très brièvement sur l'épidémiologie des cancers que vous avez vu en long, en large et en travers ce matin. Alors, il y a eu d'énormes progrès de la chimiothérapie depuis les années 2000, mais en fait, on reste quand même avec des résultats limités. Les cancérologues restaient un peu sur leur faim, parce que finalement, on arrivait à augmenter un peu la survie de nos patients, mais au prix de toxicité qui était quelquefois importante, et on augmentait de façon relativement modérée cette survie. Donc il fallait trouver d'autres modes d'action pour lutter contre le cancer. Et en fait, il se trouve que le cancer, c'est en réalité une maladie de l'environnement tumoral et du système immunitaire. C'est comme ça que s'est développée l'immunothérapie. Donc en fait, vous voyez, on a besoin de tout ça, donc c'est très très compliqué. Là, ça reprend un petit peu les immunothérapies et les thérapies ciblées dont Tatiana vient de parler. En fait, la cellule tumorale, elle agit pour survivre par de multiples effets et par de multiples stratagèmes. Alors, quel est le rôle du système immunitaire? Le système immunitaire, en fait, c'est la protection de l'organisme. C'est un ensemble de cellules, de tissus et d'organes dont la fonction va être d'identifier, de maîtriser et de détruire les particules étrangères, quelles qu'elles soient. Donc le système immunitaire, on connaît tous les ganglions, il y a la rate aussi, les vaisseaux lymphatiques, le thymus, l'amygdale. Et ce système immunitaire a deux types de réponses. D'une part, une réponse innée, qui est une réponse naturelle. Le système immunitaire va répondre de façon naturelle à une agression, et une réponse adaptative ou spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va exposer l'organisme à un élément étranger, il va y avoir une réponse du système immunitaire, donc une présentation de cet élément étranger aux lymphocytes qui vont aller fabriquer des anticorps pour lutter contre cet intrus. Et il y a une fonction de réponse qui est une fonction mémoire, c'est-à-dire que si l'organisme est sollicité par le même intrus une deuxième fois, le système immunitaire va faire en sorte que l'intrus ne puisse pas s'en sortir. Cette immunité adaptative, en fait, ça repose sur les lymphocytes B et T. Alors, dans le système immunitaire, on a différentes parties et surtout différentes cellules. On a d'une part les lymphocytes T qui vont aller détruire les cellules infectées et endommagées et stimuler la fabrication d'anticorps par les lymphocytes B. Les lymphocytes B qui fabriquent les anticorps et qui ont la fonction de mémoire. Les cellules dendritiques qui sont les sentinelles de l'immunité, c'est-à-dire que c'est les cellules dendritiques qui vont aller patrouiller un peu partout pour voir si l'organisme n'est pas en danger à cause d'un intrus, d'une bactérie, d'un virus ou autre chose. Vous avez des cellules tueuses naturelles et vous avez les anticorps donc fabriqués par les lymphocytes B et le système lymphatique. Donc en fait, ça c'est un schéma qui vous résume un petit peu tout ça. On a une intrication entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Alors, si on veut parler du micro-environnement tumoral, c'est effectivement à cause du micro-environnement tumoral que le cancer va se développer. Le micro-environnement, c'est le milieu dans lequel les cellules interagissent entre elles et avec le système immunitaire, les vaisseaux sanguins, et toutes les cytokines, toutes les protéines qui peuvent être sécrétées. Et cette perturbation du micro-environnement tumoral peut conduire à la transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse. Ces modifications du micro-environnement vont provenir d'un stroma qui va être en fait contrôlé par les cellules tumorales. C'est-à-dire que les cellules tumorales vont prendre le pas sur le tissu normal, sur le stroma normal, et les cellules tumorales vont émettre un certain nombre de signaux qui vont permettre de contrôler les tissus.
Pourquoi? Parce qu'elles ont des antigènes de surface qui vont provoquer des réactions. Et l'adaptation de ces cellules tumorales à l'environnement, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure fort bien Jean-Philippe, qui disait moi j'ai plein de tumeurs de 2 mm. En fait, normalement, on a un équilibre dans le corps, mais il peut y avoir un échappement par l'expression de certains antigènes tumoraux immunogènes. Donc, si on a un micro-environnement tumoral qui devient immunosuppresseur, on n'a plus d'arrivée de lymphocytes T, on n'a plus d'équilibre et donc on a le développement d'une tumeur. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le schéma qui vous montre ce qui se passe. En étape 1, on va avoir une libération des antigènes par la cellule tumorale. Les cellules présentatrices d'antigènes vont aller activer les lymphocytes. On va avoir une migration lymphocytaire, on va avoir une multiplication des lymphocytes. Les lymphocytes vont devenir compétents pour tuer la cellule tumorale, ils vont se fixer à la cellule tumorale et vont tuer la cellule tumorale. Mais si on a dans le micro-environnement tumoral un déséquilibre, on ne peut plus, la tumeur va pouvoir se développer, l'immunité ne peut plus être efficace. Alors, pour vous expliquer l'immunité, je suis partie en fait de la variole. Au XVIe siècle, les Chinois ont fait ce qu'on appelle la variolisation. C'est-à-dire qu'en fait, ils prenaient le liquide qui était dans les vésicules de la variole, ils l'inoculaient à des patients et ils se sont rendus compte que ces patients ne développaient pas la variole. Alors, il y avait quand même un peu de morts dans l'affaire qui contractaient quand même la variole, mais il y avait quand même un certain nombre de patients qui ne contractaient plus la variole. Et au XVIIIe siècle, du coup, il y a eu de multiples publications sur la variolisation, dont l'efficacité avait été attestée à Londres par un monsieur qui s'appelait Howell en 1767. Et au XVIIIe siècle, Édouard Jenner a montré que contracter la vaccine, qui est une maladie du bovin, une maladie bénigne du bovin, immunisait contre la variole et il a posé les principes de la vaccination. Et fin mars 1800, la première vaccination publique a été organisée dans l'école de médecine de Paris et l'Académie des sciences. Et en 1811, Napoléon fait vacciner le roi de Rome et rend la vaccination obligatoire dans l'armée. Au 19e siècle, obligation vaccinale de tout le monde. Et le dernier cas de variole spontanée était en Somalie en 77 et en 79, l'OMS déclare l'éradication totale de la variole. Vous voyez, ça, c'est le développement de l'immunité. Si on prend... Excusez-nous. Si on prend l'histoire de l'immunothérapie, en fait, Rudolf Virchow se rend compte qu'il y a une infiltration des tumeurs. Ah, non, vas-y. Non, c'est pas la bonne. Voilà, Rudolf Virchow se rend compte qu'il y a une infiltration de tumeurs humaines par des lymphocytes T. Et à la fin du 19e siècle, William Collet a l'idée d'injecter un mélange de bactéries à un patient qui avait un cancer avancé. Et en fait, ce patient a été mis en rémission complète et est mort 26 ans plus tard d'autre chose que de son cancer. C'est ce qu'on a appelé les toxines de Collet. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une sécrétion d'un produit qui s'appelle le TNF-alpha, qui est Tumor Necrosis Factor, qui a tué, et ce facteur nécrosant des tumeurs, donc, a tué les cellules tumorales et a mis le patient en rémission complète. Et ces toxines de Collet, du coup, étaient extrêmement efficaces, mais en fait, à la même période, il y a eu le développement de la radiothérapie, et la radiothérapie a fait tomber la méthode dans l'eau. En 1911, en même temps, Peter Roos découvre le sarcome de Roos. En fait, c'est une tumeur qui est transmissible entre animaux. C'est-à-dire que si on injecte des cellules de poulet qui a le sarcome, le poulet suivant va développer un sarcome. Et on s'est rendu compte que le vecteur, c'était un rétrovirus qui contenait un oncogène. Et c'est à partir de 1950 qu'on
que naît le concept d'immunosurveillance et où on découvre de multiples oncogènes. On se rend compte, surtout dans les années 50, qu'il y a des tumeurs en fait, on se rend compte qu'il y a un rôle sentinelle des lymphocytes dans la reconnaissance et l'élimination constante des tumeurs. Et la fille de William Coley, en 1953, va créer le Cancer Research Institute, qui est un centre de recherche sur l'immunothérapie. En 1956, Lindemann et Ali Isaacs découvrent l'interféron. L'interféron, c'est quoi? C'est une protéine produite par les cellules du système immunitaire qui permet l'inhibition de la réplication virale dans les cellules infectées. Et on s'est servi de cet interféron jusqu'il y a quelques années, et il y a encore une indication pour l'interféron pour lutter contre certaines tumeurs, en particulier le cancer du rein. Et en 1972, on découvre l'interleukine qui contribue à la réponse naturelle du corps à une infection et qui permet également le développement de l'immunité. Je vous passe rapidement le reste. Et en fait, en 1991, en 1990, dans les années 90, en fait, c'est là où ça commence à bouger beaucoup. On identifie des oncogènes dans les tumeurs. Tout à l'heure, Tatiana a parlé des thérapies ciblées, trastuzumab. On se rend compte qu'il y a des gènes, des oncogènes qui favorisent les tumeurs et on a un début de développement des anticorps monoclonaux pour cibler les cellules tumorales comme le trastuzumab, qui est un médicament dont on sert encore de façon régulière dans le cancer du sein. Et donc, en fait, les cellules tumorales vont se développer. Pourquoi? Parce qu'elles imaginent des stratagèmes pour prendre en faute le système immunitaire et éviter que le système immunitaire vienne tuer les cellules tumorales. Alors, depuis 2010, il y a eu des progrès. Les progrès se sont énormément accélérés et on a des cibles de plus en plus précises, en particulier ce qu'on appelle les checkpoints, qui sont en fait des points de contrôle. Un monsieur qui s'appelle James Allison a découvert qu'il existait sur les tumeurs un point de contrôle qui s'appelle CTLA4, qui est en fait un régulateur à la surface des tumeurs qui va moduler l'activation ou pas des lymphocytes. Et un deuxième monsieur qui s'appelle Tasuku Honjo, qui est japonais, a découvert qu'il existait un autre récepteur qui s'appelle le PDL1, qui est en fait une protéine exprimée à la surface des cellules tumorales qui inhibe l'activité des lymphocytes T. Les lymphocytes T ont un récepteur qui s'appelle le PD1 et la protéine PDL1 va venir inhiber le PD1 et en fait va empêcher la cellule immunitaire de s'approcher de la cellule tumorale pour la détruire. Ça leur a valu d'ailleurs un prix Nobel il y a quelques années. Donc le principe de l'immunothérapie, étant donné qu'on a découvert ces points de contrôle, ça va être non pas de cibler directement les cellules tumorales, mais en fait d'activer les défenses pour éliminer les cellules cancéreuses. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des cellules qui patrouillent tout le temps pour rechercher des intrus et elles vont communiquer avec les lymphocytes T pour détruire les étrangers et donc les cellules tumorales. Ça, je viens déjà de vous le dire, donc ces checkpoints, ça va être des mécanismes qui sont au niveau des cellules tumorales et qui vont permettre d'éviter d'être attaqués. Donc ont été développés les anti-CTLA4, c'est-à-dire que ça va être des molécules qui vont aller inactiver le CTLA4 qui est à la surface de la cellule tumorale. Vous voyez que si on inactive le CTLA4, le lymphocyte T va pouvoir aller attaquer la cellule tumorale et va pouvoir permettre la mort de la cellule tumorale. On a aussi les anti-PDL1 et les anti-PD1 qui fonctionnent comme un verrou. C'est-à-dire que le PDL1 de la cellule tumorale vient bloquer le lymphocyte T en se connectant sur le PD1. Si on bloque soit le PDL1 de la cellule tumorale, soit la protéine PD1 du lymphocyte, dans ces cas-là, le lymphocyte T peut aller attaquer la cellule tumorale.
On a un autre moyen également en immunothérapie de lutter contre les cellules tumorales, c'est de rapprocher une cellule tumorale d'un lymphocyte T. Et il y a des médicaments qui sont des anticorps bispécifiques. En fait, c'est deux anticorps qui sont couplés. Un anticorps qui va s'accrocher au lymphocyte T, un anticorps qui va s'accrocher à la cellule tumorale, et en fait ça va permettre de rapprocher les deux cellules et ça va permettre que le lymphocyte T aille détruire la cellule tumorale. Après, il y a un traitement qui est un traitement beaucoup plus rare, qui est vraiment en cours de développement, qui est un peu compliqué, c'est le CAR-T-cell. En fait, c'est un récepteur d'antigène chimérique. En fait, on prélève, alors ce petit schéma pour vous montrer ce qui se passe, c'est une procédure très lourde. On va prélever les globules blancs d'un patient, on va transformer génétiquement les globules blancs, c'est-à-dire qu'on va les reprogrammer contre les cellules tumorales que présente le patient. On va multiplier ces lymphocytes qui vont devenir actifs contre la cellule tumorale, et on va réinjecter. Alors, il y a eu un cas, je crois, de guérison aux États-Unis d'une jeune fille ou petite fille qui avait une leucémie. C'est très très lourd à mettre en place et en fait, c'est un traitement vraiment purement individuel. Et enfin, il y a la vaccination qui stimule et dirige le système immunitaire sur les cellules tumorales ou sur, comme dans le cas du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, contre le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Mais la vaccination contre les tumeurs, en fait, ça va nécessiter une analyse génétique de la tumeur à la recherche des mutations de la tumeur. Donc ça, c'est effectivement encore très difficile, d'autant plus que, comme vous le disait Jean-Philippe tout à l'heure, on n'a pas un cancer du sein. Chaque patient a un cancer du sein différent, avec des modifications génétiques différentes, avec des expressions de protéines différentes, et donc la vaccination contre le cancer du sein semble difficile, c'est vraiment des vaccinations individuelles. Donc les principales indications, ça commence en fait en 1998, la première immunothérapie qui est sortie, c'est le rituximab, qui est utilisé en hématologie pour les maladies leucémiques et pour les lymphomes. Et vous voyez les courbes, on se rend compte, le CHOP c'est une chimiothérapie, c'est une association de produits de chimiothérapie. On se rend compte que le rituximab va bloquer un récepteur qui est sur les lymphocytes B malins, il va bloquer le récepteur CD20, et du coup, vous voyez que quand on regarde la survie sans événement, en associant le rituximab à la chimiothérapie standard par rapport à une chimiothérapie standard, on se rend compte qu'en survie sans événement et en survie globale, on a une nette différence en faveur de l'association de l'immunothérapie avec la chimiothérapie. En ce qui concerne les tumeurs solides, les premiers médicaments sont arrivés en 2010 grâce au mélanome. En fait, ce sont les dermatologues qui ont développé les premières immunothérapies avec un médicament qui ciblait le CTLA4. Le point de contrôle CTLA4, c'est l'ipilimumab. Alors, les courbes de survie qu'on regarde, que vous voyez, je veux dire, montrent une différence qui semble relativement faible, mais c'est une différence qui est quand même existante et qui a changé la vie des patients qui avaient des mélanomes. Et on va voir qu'un autre médicament qui a fait progresser l'immunothérapie en dermatologie, c'est le nivolumab, qui est un anti-PD1. Et vous voyez que quand on reprend le traitement par nivolumab comparé à la chimiothérapie standard de l'époque dans le mélanome avancé, le nivolumab est en jaune, la dacarbazine qui était la chimiothérapie de l'époque en bleu, vous vous rendez compte de la nette différence en termes de survie globale par rapport à un traitement standard. Maintenant, le nivolumab est développé dans le cancer bronchique, dans la maladie de Hodgkin, dans les cancers ORL, dans les cancers du rein, et j'en oublie beaucoup, il y a de multiples pistes. Le nivolumab est utilisé dans pas mal de pathologies cancéreuses maintenant, et il y a beaucoup d'études en cours, parce que on se rend compte que
les anti-PD1 sont des médicaments qui agissent sur beaucoup de cellules tumorales, beaucoup de types de cellules tumorales. Un autre anti-PD1 qui est sorti en 2015, c'est le pembrolizumab, qu'on utilise également dans le mélanome, les cancers pulmonaires, les cancers ORL, la maladie de Hodgkin, et j'en oublie. Vous voyez également la différence qu'on peut voir en termes de survie entre une chimiothérapie standard et un traitement par pembrolizumab. Là, on n'a pas associé le pembrolizumab à la chimiothérapie, on a simplement comparé l'immunothérapie à la chimiothérapie et vous voyez l'efficacité du médicament. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'ipilimumab. En 2018, les dermatologues ont associé deux immunothérapies, l'ipilimumab et le nivolumab. Pourquoi? Parce que la première immunothérapie, l'ipilimumab, permettait une réponse des mélanomes avancés. Le nivolumab montrait encore une réponse encore plus importante. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en associant les deux, on avait encore plus de réponses. Vous voyez, en bleu, vous avez la courbe ipilimumab, en jaune, la courbe nivolumab, et en rose, l'association ipilimumab plus nivolumab, c'est-à-dire qu'on passe depuis 2010, où est sorti l'ipilimumab, d'une survie à 48 mois de 9% à 31% avec l'ipilimumab, à 31% avec le nivolumab et à 37%. Ce qui était inenvisageable il y a encore une vingtaine d'années. En 2018, s'est développée également l'association immunothérapie et chimiothérapie, parce que finalement, pourquoi ne pas associer des modes d'action différents, ce qui était relativement logique, et maintenant, on peut utiliser en particulier dans le cancer du poumon, le pembrolizumab avec une chimiothérapie, parce qu'on s'est rendu compte qu'il existait un net bénéfice à l'utilisation de ces deux thérapies associées. On a associé en 2020 l'immunothérapie et la thérapie ciblée dont vous parlait Tatiana, c'est-à-dire qu'on a eu une indication dans le cancer du rein d'une thérapie ciblée, d'une immunothérapie qui permet, comme vous le voyez, une augmentation de la survie globale dans une population de patients. En termes d'effets secondaires, en fait, il peut y avoir de multiples effets secondaires, mais qui sont des effets secondaires en particulier immunoallergiques. De façon générale, les patients trouvent que l'immunothérapie, quand ils n'ont qu'une seule molécule, c'est un traitement qui est beaucoup mieux toléré que la chimiothérapie, en dehors d'une fatigue de quelques cas, parfois quelques nausées, parfois une anorexie, etc. Quand on associe les immunothérapies, on a des effets secondaires qui sont beaucoup plus fréquents et beaucoup plus graves. Vous voyez, une immunothérapie seule donne des réactions immunoallergiques de l'ordre de 1 à moins de 10% dans des grades 3 ou 4, c'est-à-dire des grades relativement sévères. Quand on associe deux immunothérapies l'une avec l'autre, c'est-à-dire par exemple l'association ipilimumab plus nivolumab, on a des effets secondaires qui sont beaucoup plus fréquents. Donc depuis 2010, en fait, on se rend compte qu'on a une explosion des nouvelles thérapies et surtout de l'immunothérapie. C'est pour ça qu'on parle de révolution, parce qu'en fait, l'immunothérapie, c'est connu depuis très longtemps, sauf que ça se développe beaucoup maintenant. Il y a de plus en plus de médicaments d'immunothérapie qui sortent, et surtout, il y a des extensions d'indications, c'est-à-dire que des médicaments comme le nivolumab vont finalement, probablement à terme, être utilisés dans tous les cancers. Mais il faut savoir que l'immunothérapie, c'est une excellente thérapie, mais ce n'est efficace que chez 30 à 40% des patients. Mais malgré tout, on a 8 à 10% de réponse complète à 2 ou 3 ans, ce qui était inenvisageable avec une chimiothérapie seule. Maintenant, il reste encore beaucoup d'inconnus, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne marche que chez 30 à 40% des patients. Pourquoi? Il faut essayer de trouver les raisons pour lesquelles ça ne marche que chez 30 à 40% des patients. Et en fait, il faut probablement associer plusieurs thérapies pour essayer d'agir sur tous les points de la cellule tumorale où il peut y avoir un échappement à une thérapeutique. Merci à tous de votre attention.